Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup de choisir le Loft. Merci d'être fidèle à BF1. On est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine qui commence. On espère que vous l'avez démarrée de la plus belle des manières. On vous souhaite qu'elle soit aussi belle et fructueuse que possible. On espère également que chacun se porte bien. Merci de nous retrouver. Et j'ai également le plaisir de me retrouver sur ce plateau avec ceux-là avec qui je passe d'agréables moments. J'espère, pour ne pas prétendre que je sais, qu'on va passer un moment agréable encore une fois ensemble quand mère et fils sont réunis. Souvent, j'essaie de rester en retrait pour ne pas subir les affres de certains. Mais quand je suis gentille, en général, tout se passe bien. Donc aujourd'hui, je suis gentille. La parité étant clairement établie, on va passer la parole aux dames d'abord. Bonsoir Daisy. Bonsoir Stéphanie. Comment tu vas? Bonsoir à notre invité. Bonsoir à mon magnifique fils, Johan. Yann, Johan. Bref, mais c'est la même chose. Johan, Yann, c'est la même chose. De toutes les façons, les mères en Je suis Afrique, on a l'habitude. d'être là encore une fois de plus sur le plateau du Loft. Et on va passer de super bons moments, j'en suis certaine. Le verre te va très bien. Merci beaucoup. C'est du verre turquois. Extraordinaire. Absolument. Yeah. C'est pas loin d'une pierre précieuse et ça C'est te ça. rend pétillante. Je scintille alors. Exactement, de mille feux. Yeah. En tout cas, ça fait plaisir de te retrouver. Ton week-end était comment? Ouais, mon week-end était bien. Je suis allée danser. Je me suis fait plaisir. On a eu un benguiste qui est arrivé, qui a voulu dépenser son argent benguiste. Ben, on s'est fait un Très plaisir. généreusement, vous l'avez assisté dans cette Oui, mission. on arrive, moi je prends un champagne. Et puis il me dit, ouais, mais c'est bien, mais pourquoi tu n'as pas pris l'autre champagne? C'est vrai qu'il est plus cher, mais il est meilleur. Il dit, je connais ta poche. Et le gars prend et puis tu as te parti. Tu as la honte sur moi. Je prends ce que si tu es là, tu parles à moi, mais je peux payer. Donc, on l'a fait en champagne encore. Naturellement. Et bon, après, il faut être intelligent quand on t'invite à quelque part. Quand tu commandes quelque chose, sois sûr que tu as son jet sur toi. C'est vrai. Si c'est chaud, comment Tu sors à la tête Sinon, ça haute. va. Mon week-end, c'est bien passé. C'est une petite recommandation pour tout le monde, filles comme garçons, hein, c'est valable pour tout le monde. Donc, consommez ce que vous pouvez payer, payez ce que vous pouvez consommer. Voilà. Et puis, la vie est belle, tranquille, si on paye pour toi. Sinon, tu gères. Tu es tranquille. Merci beaucoup, c'est super. En tout cas, on espère que chez ton fils aussi, c'était pareil. Bonsoir Yann. Bonsoir Stéphanie. Comment ça va? Ça va et toi? Serein comme d'habitude, imperturbable, même si ce soir, tu es bien en phase avec ton fauteuil. Fallait que je le dise, tu le savais que ça allait sortir, non? Je savais. Mais ça va. Il tranquille. aime l'harmonie. Oui. C'est Bon. quelqu'un qui aime tout ce qui est harmonieux. Donc, ne sois pas étonné. Non, je ne suis pas étonnée. Je trouve que c'est souvent très monochrome, mais ça va. Je suis habituée. Comment Tu vas bien? Toi, comment Moi, tu je me porte à merveille. Oui, c'est vrai que j'ai lutté dur pour avoir l'énergie qu'il faut là, mais ça va. Et ton chéri? Ça va aussi. Il va bien. Oui. De là où il est, par la grâce de Dieu, en tout cas, je prie pour, oui. Ok. Et ta chérie? Elle va bien. D'accord. De mon côté, mon week-end s'est très bien passé. Comme je te disais, c'est la période des mariages. Donc, on est toujours week-end mariage, Week-end chargé. week-end chargé. Dimanche, repos, l'église. Et lundi, Boulot. voilà. Tranquille. Fais pas la fête, ton fils. Faut que tu lui apprennes à faire la fête à ton fils. Je pense que je vais lui voler ce côté-là. Travaille trop. Oh, mais après, il a une magnifique épouse. C'est vrai. Ils ont leur manière à eux de faire le show, C'est vrai. qui n'est pas forcément celui de maman. Donc, écoute, s'ils se sentent bien. Ça t'arrange bien que l'argent du champagne ne soit pas divisé en deux. Hein? En fait, c'est Non, ça. c'est mon fils. Ça, Ben oui, justement. Alors, c'est-à-dire que si tu vas avec ton fils et que vous devez boire du champagne, vous allez devoir partager, alors que là, il boit de l'eau. Ah non, quand c'est comme ça, bon, il boit de l'eau, ça c'est par choix, mais si on y va, quand même, Yann et sa maman, à quelque part, si on boit, chacun prend un, et puis on boit, on n'a pas peur. Merci beaucoup. Je doute pas. Je pose juste des questions pour savoir, ne me prêter aucune intention. Allez en boîte, aller prendre un champagne à 10, là, non, on ne connaît pas ça. En fait, ah ouais, à 10? Bah oui, il y a des gens qui vont, juste parce que quand tu vas en boîte, tu prends le champagne, tu vois, il y a le truc là qu'on met qui est lumineux là.
pour montrer que vous avez commandé du champagne. Ouais, la bougie là. Tu comprends? Oui. Après, il y a des gens qui viennent juste pour dire qu'on est venu boire champagne. Et puis ils prennent une seule bouteille. Et puis ils sont 10 sur la table. Et puis tout le monde veut goûter champagne. C'est-à-dire, une seule tournée, c'est fini. Après, chacun prend le coca. Ouais, mais c'est pour goûter. Non, le champagne, on ne le goûte comme pas. toi. On le boit. D'accord. On a compris, maman. Yeah. Merci beaucoup pour la leçon. Vous avez entendu, hein? C'est pas moi qui le dis. On le boit. On ne le goûte pas. Quoi qu'il faut quand même le goûter avant de le faire servir, non? Bref, Non, c'est le vin. C'est pas le sujet du tout. On va pas s'étaler dessus. On va accueillir notre invité. Il est là, il nous écoute. Il se demande dans quelle maison de fou il est tombé. Mais je pense qu'il va s'y faire rapidement parce que je le connais. Je sais qu'il n'est pas moins fou que nous. D'accord. On va se comprendre. Exactement. Même s'il sait vraiment être très posé, tempéré, droit dans ses bottes comme il le faut. Oui, il a ses petits moments de folie. On a le plaisir d'avoir pour vous sur ce plateau Dominique Ouedraogo. Comment ça va? Bonjour Stéphanie, bonjour. Très cher. Je suis ravi d'être là et je vais extrêmement bien. Comment pourrait-il en être autrement lorsqu'on est en si bonne compagnie? Ah, tant mieux, tant mieux. Alors, Dominique est chargé de programme et d'accompagnement. Il est coach, conférencier et formateur, consultant en innovation. Et aujourd'hui, avec lui, vraiment, prenez note, hein. On va en discuter tout à l'heure. Donc, je vous annonce déjà le sujet pour que vous sachiez. Avec lui, on va apprendre à bien se comporter pendant nos premiers jours en entreprise. Quand on a fini les études et tout ça, on a souvent trimé ou pas. Et qu'on a enfin décroché un emploi, on arrive en entreprise. Comment ça se passe les premiers jours? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est recommandé? Comment se comporter avec ses collègues, avec ses supérieurs? On en parlera dans la deuxième partie de notre émission aujourd'hui. Mais avant, il faut déjà décrocher cet emploi-là. Et pour cela, c'est souvent utile et nécessaire d'avoir un CV dûment rédigé qui vous mette convenablement en valeur, que ce soit pour un emploi ou un stage, c'est très important. Donc vraiment aujourd'hui, on va essayer d'être le plus sérieux possible parce qu'on s'invite vraiment dans l'univers de professionnel, la recherche d'emploi. On sait que c'est un sujet qui tient à cœur beaucoup. Donc voilà, aujourd'hui avec Yann, on va essayer de voir comment on fait pour avoir un bon CV qui nous permet de décrocher un stage ou un emploi, l'emploi de nos rêves, pourquoi pas. Et pour finir, vous le savez, quand on vit ensemble, souvent il arrive qu'il y ait des frictions. En famille, au travail, entre amis, il n'est pas rare que des moments de mésentente ou de conflit surviennent. Comment faire pour gérer et mettre fin à un conflit? Alors, aujourd'hui, c'est pas vous dire quelle est la formule magique, mais comment chacun d'entre nous s'y prend quand il ou elle se retrouve dans une situation conflictuelle pour mettre un terme sans forcément faire beaucoup de dégâts. C'est le programme aujourd'hui, on est tous ensemble là et on ne va pas beaucoup bavarder avant de se lancer sur le tout premier sujet. Donc le CV, ça parle à tout le monde sur ce plateau. Désita, tu as déjà fait un CV pour déposer pour une prestation? Non, pas pour une prestation. En ce moment, je postule comme experte dans une ONG. On m'a demandé un CV Naturellement. que j'ai dû fournir, voilà, pour pouvoir postuler. Voilà, et ça a passé. Et c'était nickel. T'as mis quoi dans ton CV, par exemple? Ben, j'ai pas grand-chose à mettre dans mon CV, mais ce qui m'a été, comment on appelle, qui a été à mon avantage, c'est le fait que j'ai eu l'opportunité d'exercer, voilà, d'avoir comment l'expérience. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et je pense que c'est sur ça qu'ils se sont pesé. basés pour voilà, m'embaucher. Et je pense qu'ils ne le regrettent pas parce que dans leur rapport, il y a toujours... Ils sont bien contents de Là, on t'avoir dans leur Madame équipe. Siambo, on ne m'appelle pas Désir là-bas, on m'appelle Madame Madame Siambo. Siambo. Voilà, donc... Ok, ben voilà. Donc, on va parler de ça tout à l'heure, donc juste après le jingle. Alors, on a dit CV, hein. Pour nous, c'est évident. Donc, on sait ce que c'est qu'un CV. Oui. Mais c'est pas tout le monde déjà qui sait ce que c'est qu'un CV. Je ne sais pas si Yann va nous éclairer sur ça avant de nous dire comment justement avoir un CV qui puisse convaincre un recruteur ou en tout cas un responsable d'entreprise de nous donner un stage. D'accord. Si tu me permets, Bien sûr. je veux dire
à nos téléspectateurs actuellement de ne même pas croire tout ce que je vais dire. Ne croyez pas, mais essayez de tester. Essayez de mettre en pratique tout ce que je vais expliquer. D'accord. Le CV, c'est quoi? Le CV, en général, c'est un petit bout de papier, mais qui vaut des millions. Et vu que ça vaut des millions, on ne doit pas prendre ça à la légère. Et en général, pour décrocher un emploi ou un stage, il y a les étapes. Tous on connaît que tu dois faire ton CV, l'aide de motivation, ensuite l'entretien. Ça, c'est la voie normale, Oui. la voie officielle. C'est vrai que d'autres personnes, ils connaissent quelqu'un. Bon, on n'est pas dans ça. On va parler de façon normale, la voie officielle, comment ça se passe. Je vais prendre un exemple. On va supposer que Daisy, qui est là, elle a une entreprise et puis elle veut recruter plusieurs profils. 4 informaticiens, 5 comptables, 6 commerciaux. C'est pas une petite boîte, hein? C'est pas une petite. On va prendre des petits exemples quand même. Hein. Exactement. Et 2 juristes. Et en général, vu qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup de travail, il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche d'un emploi. Lorsqu'on va lancer l'offre sur les réseaux sociaux, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de gens qui ont postulé. C'est clair. Il y aura peut-être 500, 800 ou 1000 personnes. Donc, on va prendre un cas avec 500 CV. 500 CV pour 4 postes. 500 CV pour 4, oui, l'ensemble. Pour l'ensemble des L'ensemble. postes. Ok, d'accord. Donc, lorsque Daisy et sa structure, ils vont recevoir les 500 CV, en général, ce n'est pas vraiment le responsable des ressources humaines qui va faire le tri. Et ce n'est pas vraiment le responsable du personnel. En général, ils vont confier ça à un petit stagiaire que je vais nommer Rogatien. On va prendre juste un exemple. D'accord. Donc, on va donner le travail à Rogatien. Oui. Et Rogatien sera chargé de faire le tri et de répartir les CV. Et quand il va recevoir les CV, il y a un élément qui est très important lorsqu'on fait un CV, c'est le titre. Bien Parce sûr. que supposons que Rogatien, quand il reçoit les 500 CV, déjà, il voit le titre, la personne, il met curriculum vitae. D'après vous, est-ce que Rogatien va savoir où est-ce qu'il va placer curriculum vitae? Ce n'est pas évident. Sinon, il va mettre ça de côté, puis il va se dire, bon, après il je va vais lire voir. pour Mais ce n'est pas comprendre. vraiment évident qu'il va revenir après. Donc ça, c'est un. Ensuite, si dans ton CV, tu as mis environ 45 domaines de compétences, quand Rogatien va prendre ton CV et il va commencer à lire toutes les compétences, ce n'est pas à lui de savoir, ou bien il ne pourra pas se mettre à la place de la personne pour dire que toi, tu es bon dans quel domaine, donc quelle est ta compétence. Donc lorsqu'il va prendre le CV, il va mettre ça de côté. Donc, si le titre de ton CV n'est pas vraiment explicite, même si ton CV est bon, tu risques de passer à côté. Donc, ça, c'est un élément à prendre en compte. Ça, c'est la première étape. Ensuite, dès qu'il a fini le tri, c'est sûr que le DRH va lui dire, bon, moi, je veux avoir 5 CV pour chaque Par profil, chaque catégorie. par chaque catégorie. Et là aussi, il va passer à la deuxième étape. La deuxième étape, maintenant, Rogatien va se mettre dans une posture où il va se dire, il y a 2 possibilités. Mais je vais vous demander si vous pouvez me dire, est-ce que quand il va prendre les CV, peut-être il reste 50, il veut 5 personnes, ou bien 5 CV, est-ce qu'il va se mettre dans un état d'esprit où il va se dire, je veux les meilleurs ou bien je veux les gens pour déclasser? D'après vous, il va se dire quoi? Bah, S'il y a 5 personnes, la meilleure méthode, c'est de procéder par élimination. élimination, il va se dire, ok, je veux les CV qui ne sont pas bons. Bien C'est sûr. eux que je mets de côté. Donc là, si ton CV est confus, si ton CV est touffu, si ton CV est désordonné, Rogatien va prendre ton CV, il va mettre de côté parce qu'il va supposer que tu es comme ça. Donc si ton CV est rempli de fautes, il va aussi mettre ça de côté. Mais par contre, si ton CV est professionnel, aéré, il va se dire que le monsieur qui a pu faire ce genre de CV, c'est quelqu'un de professionnel. Et là, il va se mettre de côté et il va se dire, bon, ça au moins, ça peut faire quelque chose. Donc quand votre CV, ce qui aussi n'est pas intéressant, ce qu'on remarque en général, il y a une personne qui va se lever, il n'a pas d'ordinateur pour saisir son CV, il va aller soit dans un secrétariat ou bien dans un cybercafé, il va voir un amateur, il va lui dire, bon, je veux que tu puisses me concevoir mon CV à la va-vite. Et alors que c'est quelque chose qui va déterminer tout ton avenir. Donc ça, je ne conseille pas de faire ça, de ne pas aller voir un amateur pour vous demander de faire un CV. Et aussi souvent, lorsqu'on imprime un CV, il y a certaines personnes, ils vont aller dans un secrétariat où l'imprimante n'est pas bonne, il y a l'encre dessus, et puis il va prendre, il va donner. Ça aussi, ce n'est pas intéressant. Et si ton CV est en noir-blanc, ça aussi, ce n'est pas bon, il faut mettre ça de côté. Donc ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, la troisième étape, ça sera les erreurs qu'il faut éviter lorsqu'on conçoit un CV. La première étape, comme je disais, la première erreur, c'est le titre. Le titre, ouais. Le titre doit être bien explicite, ça c'est numéro 1. Ensuite, numéro 2, vous allez voir, après le titre,
En général, il y a le nom, prénom, La date de naissance et autres. présentation, oui. Vous devez savoir que un CV, ce n'est pas un document d'état civil, ce n'est pas une CNIB où tu vas mettre nom, Yoba, prénom, un tel. Non, ne faites pas ça. Allez directement, mettez directement votre nom, votre prénom sans pourtant mettre l'intitulé. Et quand vous allez arriver au niveau de la date de naissance, ce n'est pas intéressant de mettre 30 mars 90 par exemple, parce que quand tu mets ta date et ton année, c'est comme si tu demandes au recruteur d'essayer d'imaginer tu as quel âge. C'est mieux de mettre directement ton âge. Si tu as 23 ans, tu mets directement 23 ans. Mais si dans l'offre que tu es en train de postuler, tu remarques qu'on a dit qu'on veut seulement un profil d'une personne qui a 23 ans, et si toi tu sais que tu as plus de 23 ans, le conseil que je vous donne, c'est de ne pas mettre l'âge. C'est vrai qu'on va dire, mais je ne dis pas la vérité. Ce n'est pas que tu ne dis pas la vérité, mais il faut garder Tu en augmentes tête. tes chances. L'objectif du CV, ce n'est pas pour décrocher un emploi. L'objectif d'un CV, c'est pour avoir un entretien d'embauche. Oui. Donc, si vous comprenez ça, c'est déjà bon. Ensuite, au niveau, il y a l'adresse email. Au niveau de l'adresse email, ce qu'on voit en général, c'est que la plupart des personnes qui postulent, ils ont des adresses email qui ne sont pas trop professionnelles. Il y a même par exemple Yann-de-8 Yoba. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un éditeur de texte, lorsqu'on met une adresse email, ça souligne automatiquement. Donc, quand ça sera souligné, ça sera confondu. Donc, évitez les underscores, les barres les tirés de 8. Tiré du 8 qui est en bas, là. Exactement. Évitez ça. Ou évitez aussi d'exposer votre foi religieuse au niveau de votre adresse email. Certains vont dire, bon, Yann, le fils de Jésus, bien Yann, le fils de Mohamed. En mettant ça, tu ne sais pas qui va prendre ton CV, tu ne connais pas sa foi religieuse, donc il faut éviter ça. Donc, il y a aussi des chiffres qu'il faut éviter au niveau de l'adresse email, comme 0 et puis 1. 0 parce que ça peut être confondu avec O et 1 parce que ça peut être confondu avec I. L'idéal pour une adresse email, tu mets le prénom, tu mets un point, et puis tu mets le nom, et puis tu mets @gmail, et puis tu continues. Maintenant, au niveau de la nationalité, parce que certains, s'ils sont étrangers, ils vont mettre « Ah, moi je suis congolais, je suis togolais, je suis ceci, je suis cela ». Si tu remarques que depuis que tu as commencé à mettre ta nationalité, on ne t'appelle pas, il faut supprimer ça. Ça veut dire que peut-être que c'est un critère qui n'est pas bon pour toi. Donc, tu enlèves juste ta nationalité. Et puis, tu continues. Et donc, on a fini cette partie. Ensuite, vous allez voir en main de 2003 à 2008, j'étais dans tel truc, tel truc. Là aussi, c'est bien de mettre 2003-2008, mais il faut ajouter le nombre d'années d'expérience. Parce que quand tu mets 2003-2008, tu demandes au recruteur de réfléchir encore, de prendre la calculatrice pour essayer de calculer, de compter combien d'années tu as fait. Donc, tu mets 2003-2008, entre parenthèses, 3 ans et quelques que tu as fait, ou bien 5 ans, et puis tu continues. Donc ça prend en compte aussi certaines personnes, s'ils ont commencé en faisant un stage, ils vont mettre stage au niveau de leur CV. Ça aussi, ce n'est pas bon. On ne met pas stage parce qu'un stage, c'est quoi? C'est une forme de contrat. Parce que quand tu mets stage, c'est comme si quand tu as eu le CDD, tu as dit CDD en temps sur le CV. On ne met pas ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en mettant aussi stage, ça te disqualifie. Parce que si moi, en tant que recruteur, j'ai la possibilité de choisir entre un stagiaire et puis un professionnel, c'est fort probable que je prenne un professionnel. Et si j'ai la possibilité de choisir entre un assistant et un stagiaire, c'est fort probable que je vais choisir un assistant. Donc, quand tu choisis stagiaire, tu te mets en bas de la liste. L'idéal, en étant stagiaire dans une entreprise, ça veut dire que tu es en train d'assister quelqu'un. Donc, tu dois mettre assistant de tel. Là aussi, ce n'est pas un mensonge parce que c'est vraiment ce que tu es en train de faire. Assistant de tel. Donc, ça aussi, ça à prendre en compte. Et dans le CV, il y a aussi une partie où vous voyez, quelque part, on met divers. Lorsque vous mettez divers, si on est par exemple dans une réunion, supposons que je veux aller me soulager, je ne vais pas aller au début de la réunion parce que je me dis que c'est très important parce que je risque de rater quelque chose. Je vais aller quand Stéphanie va dire, bon, on a la partie des divers. Ça veut dire que là, ce n'est pas important, je continue. Donc, quand tu mets ton CV divers, ça veut dire que la partie là, ce n'est pas importante. Alors que c'est très, très, très important. Donc, au lieu de mettre divers, tu peux mettre autre atout ou bien autre compétence. Et vous voyez, souvent, on dit anglais, lu, écrit par. Ça, c'est depuis les années 1972. Il faut éviter ça. À présent, ce que vous devez faire, c'est que anglais, tu mets ta compétence, bien sûr, je peux dire Ton niveau? Ton niveau, oui. Tu peux mettre niveau excellent. Ok. Parce que même si ton anglais est un peu bizarre. Mais ça reste subjectif quand même, non, de le mettre Stéphanie, comme ça. si tu étais en 6e, oui, jusqu'en terminale, tu as fait anglais en classe, tu as fait 7 ans d'anglais. Ça veut dire que tu es professionnel d'anglais. Yann, quand même. Oui. Permets-moi de discuter ça. J'arrive. Permets-moi de discuter En ça. mettant anglais niveau excellent, Oui. ce n'est pas un mensonge. En fait, tu es en train d'anticiper une compétence. Parce que si tu vois que en mettant ça et puis qu'on t'appelle, ou bien quand tu mets ça, tu te dis, OK,
vu que j'ai mis anglais, on peut m'appeler, que je peux parler anglais. Donc, il faut que je puisse aller m'inscrire dans un centre de langue pour perfectionner mon anglais rapidement. Et en général, Mais niveau excellent, excellent. moi je dis immédiatement l'entretien peut switcher en anglais. Oui. Et tu ne sais pas qui sera en face de toi. Mais Si je ton... te dis que Ok. l'objectif du CV, ce n'est pas pour avoir le boulot. Ok. On doit aller d'abord à l'entretien. Maintenant, quand on arrive à l'entretien, là-bas, on va se défendre. Pourquoi je dis ça? Bon, il a dit au début, hein, tester. Ne croyez pas. Ne croyez pas, Testez d'abord. tester et après on Parce en que si repart. il y a 2 CV. Les 2 ont fréquenté, ils ont le même diplôme, même compétences, même scolarité. Mais il y a un, il met niveau anglais excellent. Et là, c'est compliqué. Bah, déjà au Bien, téléphone, on il va va t'appeler mettre- en anglais. Mais quand on va me Si parler- tu réponds en mode bizarre, on Mais te... regarde, quand on va arriver à l'entretien d'embauche, ce sont les questions. En anglais, on va te poser beaucoup de questions. Comment tu t'appelles? Tu te Bah non, présentes? en fait, il y en a qui, si tu mets excellent, Mhm. s'il y a un anglophone, l'entretien va passer en anglais. Bon, ce qui est sûr, Ça arrive. ce qui est sûr, dès que tu mets excellent, ça veut dire que tu vas aller anticiper cette Mais compétence. si tu peux avoir l'excellence en 2 semaines, Yann. Mais bien sûr, au moins tu pourras te défendre. D'accord, ok. Bah, de toute façon, on va tester et puis on nous dira. S'il y en a qui se fracassent, ils vont venir Et te ce qui est dire. même encore, Oui. c'est que si tu vois une offre d'emploi et puis on a mis là-bas qu'on cherche quelqu'un qui parle chinois, tu mets là-bas au niveau de haute compétence, tu mets chinois niveau excellent. Parce que l'objectif... Je vous ai dit, C'est tellement vrai ce que tu dis. on n'est pas... Il faut te donner toutes les chances de décrocher l'entretien. Je suis d'accord que Stéphanie. c'est ton fils, mais... Écoute-moi, écoute. Mais explique-nous. Je- Il faut nous convaincre. Je répète encore ce que j'ai dit. Ceux qui me Testez. regardent actuellement, ne croyez pas. Testez. C'est pour ça que j'ai dit ne croyez pas, mais testez. Parce qu'on doit d'abord arriver. Et quand tu vas postuler, tu mets chinois et puis tu remarques qu'on t'appelle le lendemain. Là, dans ta tête, tu te dis qu'apparemment, c'est une compétence qu'on est en train de rechercher. Quand on t'appelle le lendemain, tu peux dire que tu n'es pas disponible pour aller à l'entretien d'embauche. On va dire, OK, on va te remettre de côté, mais on s'en fout. Au moins, tu sais que prochainement, je dois améliorer cette compétence. Et sans te rendre compte, sans te rendre compte, à un moment donné, tu as remarqué que tu es compétent dans plusieurs domaines parce que tu as anticipé plusieurs compétences. Et l'anticipation de compétences, c'est comme un raccourci vers la réussite. C'est ce qu'on doit faire. Autre chose. Supposons que tu es en master ou bien tu es en train de préparer un doctorat. Ce qu'on voit aussi, certains vont mettre entre parenthèses en cours. On ne fait pas ça. Même D'accord. si tu prépares le doctorat, même si tu es en master, tu n'as pas encore soutenu, mais master 2 en temps. Mais on demandera, parce que de toutes les façons, le CV, il n'est pas seul en général. Oui. Il est accompagné d'un dossier où tes diplômes doivent Là, suivre. on va revenir, mais comme je suis en train de parler de CV d'abord. Sinon, on va revenir quand il y aura une autre émission, on va revenir dessus. D'accord, ok. Mais c'est important, tu n'es pas obligé de mettre En fait, en cours. pendant que tu parles, je sens que Dominique, il a envie d'intervenir, mais c'est bon, comme on ne m'a pas appelé pour ce sujet, j'écoute. Il prend sur lui pour ne pas intervenir. Non, donc, ensuite aussi, certains vont, on va dire, on a besoin de quelqu'un qui sait conduire. Toi, tu sais que tu ne sais pas conduire. Permis de conduire, tu mets C. Parce que qu'est-ce qui te pousse, qu'est-ce qui t'empêche d'aller faire le permis? C'est l'argent. Tu cherches l'argent, tu vas avoir cette Mais compétence. en permis, ça ne se passe pas en une semaine, Yann. Écoute, C'est Quand tu vas venir à l'entretien d'embauche, on dit, tu as mis permis C. Oui, je suis en cours. Parce que l'entretien d'embauche là-bas, l'objectif, c'est même pas de dire trop la vérité. Mais moi-même, je comprends, Yann, parce que c'est un anticipeur. Je comprends. Non, moi, je comprends votre anticipation, hein. Mais imaginez, tu mets permis C, tu arrives au jour de l'entretien, le recruteur, il vous dit, ah, vous êtes là pour l'entretien, ça tombe bien, on a délocalisé, vous allez conduire, on y va. Ce que je suis en train de te dire, j'ai dit, quand tu mets par exemple ça dans la compétence, et puis tu remarques qu'on t'appelle demain, toi, tu dois être intelligent pour dire qu'on m'a appelé à cause de ça. Donc, vu qu'on m'a appelé à cause de ça, j'ai 2 choix. Soit je pars et puis j'affronte, soit je dis que je suis occupé. Et donnez-moi une semaine. Si on t'appelle, puis il n'y a aucun problème. Mais moi, tu sais que ça, là, c'est recherché. Donc, D'accord. tu Ça te dois permet mettre de travailler. Non, travailler je comprends ton approche. Mais ça, c'est une approche pour se dire, je tâte le terrain pour savoir quelles sont les compétences qui peuvent potentiellement intéresser sur un CV que je l'ai ou pas. Mais est-ce que tu sais qu'un CV, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un prêt-à-porter en tant que tel? Ça ne marche pas, Naturellement, non. bien sûr. Ça, un CV, une offre, un CV, une offre, un CV, une offre, un CV. Donc, quand je vois l'offre, je vois que dans l'offre, on a besoin de ça. Je fais mon CV, je dis que je fais ça. Mais attention, sur ce coup, je dis attention, parce que souvent, c'est le même recruteur qui recrute pour plusieurs entreprises. Donc, si toi, dans 5 ou 10 offres d'emploi, toi seul, tu as postulé
et pour chacun, tu as des compétences mais diamétralement opposées, je pense que tu risques d'être fiché et ne plus jamais être appelé. Pas vraiment, ce n'est pas la seule structure. D'accord. C'est pas la seule structure. Si lui, il ne veut pas être quitté, il y a une autre structure. Ce n'est pas la seule. Parce que, je répète encore, un CV, ce n'est pas pour avoir un emploi. C'est pour avoir un entretien. Un entretien. D'accord. Maintenant, c'est à l'entretien que tout va se jouer. D'accord. Donc, c'est important de prendre en compte tous ces paramètres et Ok. d'anticiper De les tester, compétences. de tester. De tester surtout. Et ça peut être amusant. Parce que si tu n'as rien à faire, tu es chômeur. Ouais, Qu'est-ce qui t'empêche mais en même temps, en même temps, ce que toi tu dis, c'est valable pour ceux vraiment qui sont en mode étudiant, qui peuvent se permettre de faire justement de tester comme ça, de s'amuser à essayer. Mais si tu es vraiment dos au mur à la recherche d'un emploi, Mais qu'est-ce que tu perds en essayant? bah, se faire ficher et puis à ne plus être appelé. Mais se faire ficher, c'est pas une banque. C'est dans les banques où, quand tu es un escroc, tu te fais ficher dans tous les systèmes bancaires. Mais c'est mon entreprise. Chef d'emploi. Elle a son entreprise. Il a son entreprise. Elle a son entreprise. Et à force de faire ça, ce qui est bien dans l'anticipation de compétences, à force de faire ça, tu vas remarquer que tu es compétent dans plusieurs domaines. Non, tu dois les développer d'abord, parce que c'est pas parce que tu l'écris sur le CV que tu l'as. Oui, mais ce On que est je dis, non. d'accord. Oui, c'est pas parce que tu écris, non. Mais ça te permet d'anticiper cette compétence et d'aller te former pour pouvoir développer cette C'est compétence. important, ça, Yeah. de se former si on se rend compte que la compétence était utile, mais que à la fin, on ne l'a pas. Même si on n'a pas menti, mais on a avancé les vérités par anticipation sur son CV. Oui, c'est pas un mensonge. Donc, si vous essayez ça, comme j'ai dit encore, ne me croyez pas, mais essayez. Et quand vous allez essayer, vous allez voir que quand Rogatien va voir votre CV, il va dire, bon, ok, on va passer. Et ils nous font le retour d'expérience à Yann. Hein. Tu vas recevoir les témoignages de ceux qui ont essayé. Oui, bien sûr. Naturellement. Mon numéro, c'est le 64, 72, 60, 54. Même ce qui est bien... Bon, il est marié, hein. Juste pour information. Juste pour information. Il n'est pas juste marié, il est marié à une sublimissime femme. C'est Exactement. important. Parce que, pour terminer, le plus important, lorsqu'on fait un CV, il faut vraiment dépasser l'étape du stagiaire qui va faire le tri. Parce que c'est lui vraiment le vrai problème. Dès qu'on l'a dépassé, dès que ça va arriver au niveau du DRH, il va dire, bon, si lui m'a donné ça, ça veut dire que c'est quelqu'un de bien. Et quand j'arrive à l'entretien d'embauche... En danger le poste du stagiaire parce qu'il va venir et dire, ouais, mais en fait, tu as trié. Et puis le gars, il n'avait aucune des compétences. Est-ce qu'il est obligé de savoir que ce qui a été mis n'était pas la vérité? Non, le stagiaire ne sait pas. Ah, oui, c'est Puisque ça. de toutes les façons, lui, il n'a d'argument que ce qui est écrit. Voilà, c'est vous ça. n'êtes pas physiquement là pour vous défendre. C'est là où je comprends, effectivement, c'est votre CV qui va vous défendre. Exactement. Je ne sais pas si je suis totalement en phase avec tes recommandations. Bien sûr. Mais ça, on pourrait le tester, comme tu l'as dit. Parce que, regarde, supposons que tu lances un recrutement, je prends n'importe quel domaine. Tu veux peut-être des hôtesses. Et puis, dans ta description, tu dis que tu veux une fille claire, mince, ou bien elle a cette taille, elle a ce genre des yeux, tout ça, tout ça. En faisant ça, tu as mis un plafond et puis tu te dis, bon, ça là, c'est pas possible. Mais imagine un peu que tu reçois une offre ou bien un CV où on dit que voici ta proposition là. Tu as trouvé ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vouloir rencontrer la personne. Là, tu as gagné quelque chose. Et quand tu arrives maintenant, quand on va parler, ça sera ma capacité de te convaincre. Le truc, c'est que l'exemple que tu prends, ce n'est pas parler. Quand je te vois, que tu ne corresponds pas. Ramène ça dans mon exemple. Non, je reste dans ton exemple. Si tu ne corresponds pas à ma description, ton nom là, je vais le retenir. Ok, Non, mais il mais peut au moins, arriver Oui. que ce que tu recherches à la base, c'est pas ça. c'est pas ça, mais que la personne physiquement, Je te devant toi, dans sa manière de parler, t'inspire à changer ta vision de la personne grande, claire, mais ce que tu voulais te Je dire. vais le défendre ton fils. Non, ça peut arriver. Bien sûr. Ça Parce peut que regarde, arriver. lorsque, par exemple, on a reçu tous les CV, on a rencontré les gars lors de l'entretien, tout ça, à la fin, quand ils vont faire le dépouillement, ils seront là, ensemble, l'équipe, ils vont se dire, bon, lui là, il a tous les diplômes. Lui aussi, il a tous les diplômes, mais lui, il dépasse, c'est vrai. Mais tu vois, le monsieur là, quand il parlait, il avait quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là on doit montrer lors de l'entretien. Et c'est quelque chose, il faut suivre de bonnes formations, surtout en art oratoire. Je ne sais pas si c'est possible d'intervenir. Bien sûr. Je vous ai dit que Dominique prend sur lui depuis. Alors, vas-y. De toutes les façons, tu es en fin de chronique. Oui, bien sûr. Donc, de toutes les façons, il est en fin de chronique. On va bientôt passer à toi. Mais let's go. Tu as un droit de réponse.
fait, ça me turlupinait depuis. Parce que Ok. dans le cadre du travail, comme tu l'as si bien dit, je suis également chargé de programme dans une structure qui œuvre pour l'insertion professionnelle. Donc, Exactement. dans ce cadre, on organise des activités avec des entreprises, d'ailleurs les journées conseil emploi. Et il y a des entreprises partenaires qui sont présentes avec leur équipe RH et tout. Donc, il y a quand même un peu cette appétence-là sur le volet CV, lettre de motivation, entretien d'embauche. Et en fait, je suis d'avis dans l'essentiel avec ce qu'a Yann? a dit voilà, Yann, qui est une personne que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, je le précise. Maintenant, dans l'idée, c'est bien. Oui. Et je pense que derrière aussi, il y a un peu d'ironie qui l'insère. Mais j'ai juste peur que certaines personnes ne détectent pas l'ironie et fassent du copier-coller. Dans le sens où, en effet, le CV sert à vendre la personne, dans le bon sens du terme. Le CV est censé vous élever au-dessus de la masse afin d'avoir l'opportunité d'avoir potentiellement l'entretien et ainsi de suite. Donc, il est important de bien évidemment mettre en avant les compétences qui sont recherchées. Et généralement, ces compétences-là, vous pouvez les voir dans les domaines de compétences qui sont joints à l'offre d'emploi. Oui, c'est vrai que souvent, il y a une liste Voilà, qui qui est précise associée. ce qu'ils Oui. préveulent comme compétences techniques, compétences, comment ça encore, les soft skills, Oui. voilà. Et le niveau de diplôme, langue, tout ça. Généralement, c'est précisé. Quand vous lisez vraiment, Vous généralement, savez. c'est précisé. Donc, il faut faire son CV en fonction de ça, car comme il a dit, Il n'y a pas de chaque offre, prêt-à-porter. voilà, c'est pas un truc. Tu peux avoir un truc standard où il y a les éléments importants. Maintenant, en fonction de l'offre, tu adaptes ton CV. Maintenant, par exemple, pour le cas précis de la langue, si tu sais que tu te débrouilles avec l'anglais, c'est un anglais scolaire comme le mien, bon, personnellement, mais ça reste personnel, j'évitais de mettre excellent, parce que même le français, quand tu mets excellent, ça t'expose à certaines choses. J'évitais de Qui mettre aime peut-être bien excellent tester. pour dire, voilà, anglais peut-être moyen ou passable ou bien, niveau bien. Parce qu'au moins, le bien, ça laisse une certaine marge. Excellent, c'est que tu as fini avec. Donc, Si par exemple, genre, Bon, je ne peux pas vous laisser tirer longtemps dessus parce qu'il va développer son Non, sujet. une question, Et il y aurait- une Je n'ai question. plus beaucoup de temps, Une Yann. question, une Je n'ai question. plus beaucoup de temps, Une Yann. question. D'accord. Genre, supposons que tu pars dans un pays où on parle anglais. Ton anglais qui est bien là, tu vas pas te débrouiller avec ça là-bas, tu vas pas bien parler que. je vais arriver à me faire comprendre. Mais tu es bilingue. Bilingue, c'est quoi? C'est parler deux langues. Mais tu n'es pas excellent en anglais. Non, je dis Ça dépend. Qui détermine l'excellence? Qui détermine l'excellence? Yann, on a compris. Merci beaucoup. Ils vont tester. Chinois, excellent. Voilà. Allez anticiper la Japonais, compétence. excellent. Allez, Voilà. allez vous former. Et peut-être juste pour finir sur ça, non Oui, pas vas-y. sur le niveau, je pense que justement, il a fait ressortir des éléments importants, mais un point aussi qui est très important souvent, que les gens négligent, c'est la taille du CV. Oui. Généralement, un CV professionnel, c'est une page. Exactement. Ça. Surtout pour des jeunes qui n'ont pas vraiment d'expérience professionnelle. Donc, à partir de... Et il y a un expert RH que j'apprécie beaucoup qui nous dit que c'est à partir de 10 ans d'expérience professionnelle que tu peux te permettre de passer à 2 pages. Voilà. Donc, toi qui viens de quitter l'université Ça, 5 et tu envoies un CV de 3 pages, bon, honnêtement, Yeah, ça c'est vrai. Faut te revoir. faut te hein. revoir. Faut optimiser le CV. Ça, c'est vrai. Exactement. Mais merci beaucoup à tous les deux. Je peux donner un site? Oui. Vous pouvez aller voir, c'est écrit modèle-de-cv.com. Tapez Ok. sur Google, vous allez voir les différents modèles de CV qui sont bien présentés. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous informer, de lire, d'essayer de voir comment ça marche, des process, de suivre des RH qui font des vidéos pour vous accompagner. Franchement, on a la possibilité, quand on se donne les moyens d'apprendre et quand on a réussi à décrocher l'entretien, où tout se passe très bien et que finalement, on a l'emploi, comment on se comporte ces premiers jours en entreprise, juste après le jingle. Alors, donc, pour ce faire, on se tourne vers Dominique, avec qui, justement, au-delà de la technique de recherche d'emploi, l'objectif, c'est de trouver un emploi. Et quand on a trouvé enfin son emploi, dont on rêve peut-être depuis qu'on est étudiant, comment on se comporte ces premiers jours en entreprise? OK. C'est une excellente question et je pense que pour pouvoir y répondre, je vais devoir redescendre un peu en avant parce que c'est comme un match de boxe.
un boxeur assez célèbre disait que le match de boxe ne se gagne pas sur le ring, il se gagne avant. D'accord. Donc, lorsque vous avez à rechercher un emploi, comment va se passer en fait votre expérience professionnelle au sein de la boîte? Ça ne commence pas avec le premier jour de travail, mais ça commence bien avant. Ça commence bien avant déjà en identifiant une entreprise qui correspond à vos valeurs. Ça correspond bien avant en connaissant, en ayant la connaissance déjà de l'entreprise, de comment ça fonctionne, c'est quoi le rythme de travail, et connaissant également ses capacités, ses aspirations, et savoir est-ce que ça peut aller, ça match. Parce que quand cette étape est ratée, en fait, vous aurez beau fournir tous les efforts après, tous les conseils que je pourrais donner, il y aura toujours... Ça va coincer. Ça va coincer. Donc, le travail, avoir une bonne expérience au sein d'un job, dans une boîte, ça commence bien avant. Ça commence même bien avant de rédiger le CV. C'est déjà en ayant un projet professionnel. Bien sûr. Donc, peut-être que vous êtes étudiant, étudiante et que vous voulez peut-être vous lancer, je ne sais pas moi, en tant qu'expert RH ou en tant que comptable et autres. Donc, il faut que vous puissiez établir c'est quoi vos aspirations peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? C'est quoi l'objectif? Maintenant, vous savez peut-être que vous ne pouvez pas commencer directement après la licence ou après le master et directement postuler pour un poste de directeur commercial. Bon, généralement, il faut courir un peu avant d'y arriver. Donc, il faut d'abord peut-être avoir un poste de commercial et ainsi de suite avant de pouvoir arriver au directeur commercial. Oui. Voilà. Donc, il faut que vous puissiez déjà identifier un poste qui correspond à votre projet professionnel. Et donc, ça va vous permettre, même lorsque ce sera difficile au sein de la boîte, de savoir que ce n'est que éphémère parce que l'objectif est plus grand, ce n'est qu'une étape. Et ça peut beaucoup aider. Okay. Maintenant, lorsqu'on revient au début au sein de l'entreprise, notamment déjà pour le premier jour, il faut avoir en amont la conscience de pouvoir se renseigner sur déjà c'est quoi le style vestimentaire, quelque chose qui peut paraître très simple, mais qui peut créer une grande gêne. Parce que lorsque vous venez en costume, cravate, cintré, 3 pièces et tout, avec les chaussettes rouges, tranquille, tout est bien, et tu arrives, tu te rends compte que tout le monde est relax. T-shirt, jean, tranquille. Automatiquement, ce n'est pas que tu n'es pas bien habillé, mais tu es trop bien habillé. Et ça crée une gêne. Généralement, les gens, lorsqu'on parle d'habillement, ils voient juste le fait de ne pas être assez bien habillé. Mais lorsque tu es également trop habillé pour un milieu, ça crée la même gêne. Donc déjà, il faut se renseigner sur comment ça se passe au sein de la boîte. Et souvent, peut-être quelqu'un va te vanner en disant « Oh, le nouveau patron est là. » Voilà. Juste... Et ça peut te suivre tout au long de ton parcours au sein de la boîte. Tout au long. Tu peux avoir un surnom qui est dessus, même si tu deviens DG. Okay. Donc, c'est important, en fait, de pouvoir avoir cela en tête. Maintenant, au-delà, il y a des choses qui sont assez simples comme, bon, pas forcément très simples, mais des soft skills comme l'empathie, l'écoute active et également être proactif. Donc, l'empathie qui est le fait de pouvoir appréhender les émotions des autres, savoir se mettre à la place des autres. C'est très important lorsqu'on vit en société, lorsqu'on est en couple. Je pense qu'après... des pourra revenir là-dessus ou autre. Comment être désamorcé. Voilà. Mais c'est extrêmement important lorsqu'on est en société. Bien sûr. Donc, pouvoir se mettre à la place de l'autre, cela évite déjà de ne pas prendre les choses personnellement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui échouent en fait leur passage en entreprise parce que leur ego fait en sorte que souvent, ça n'a rien à voir avec eux. C'est juste une remarque qui est faite. Chaque critique sur le travail est plus personnellement. Et plus personnellement. Et après, ça crée un climat qui n'est pas propice à la performance. Donc, pouvoir avoir de l'empathie et ne pas prendre les choses personnellement. Il faut également avoir le sens de l'écoute. Lorsque vous venez d'arriver, vous ne pouvez pas déjà commencer, même si vous avez de bonnes idées, c'est vous qui savez tout faire. C'est vous qui savez, non, ça, il faut arrêter, il faut faire comme ci, ça, il faut faire comme ça. Non. Vous prenez le temps d'abord d'observer, d'écouter, vous parlez peu, et sur la base de ce que vous avez constaté, vous pouvez faire des propositions. Et savoir aussi comment amener les propositions. Savoir à qui parler. Vous ne pouvez pas laisser votre N+1 pour aller directement voir le DG. Ah, oui, en tout cas, moi, je pense que ça, là, ça ne marche pas. J'ai vu que les matins, dans tel couloir, c'est sale et tout. Il faudrait peut-être faire ça. Bon, le problème, c'est qu'après, si le DG tape en dessous, tout le monde sait que c'est toi et automatiquement, tu es peut-être déclassé. Alors que si tu remarques que quelque chose ne va pas, tu fais remonter l'information et ainsi de suite. Tu t'insères dans le groupe.
Bien sûr. Et toujours par rapport à ça, il y a également le fait de pouvoir être force de proposition. Il faut apporter de la valeur. Généralement, vous avez une fiche de poste Oui. qui vous dit peut-être vous devez arriver à 7h30, vous finissez à 17h, vous avez une pause de 1 heure. Votre boulot, c'est peut-être juste de faire des photocopies et autres. Mais il ne faut pas se limiter à ça, surtout lorsqu'on a de l'ambition. Donc, vous faites ce qu'on vous demande, certes, mais essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez apporter en De plus. plus. Ouais. C'est quoi les problématiques auxquelles font face vos collaborateurs et la boîte en général? Essayez de proposer des choses pour améliorer le climat de vie des gens. Lorsque vous êtes une solution, et cela même, c'est généralement même quand vous faites un stage, Oui, je voulais le dire. il y a des gens qui font des stages, ils vont partir, peut-être même ça va faire 1 an ou 2 ans, mais un jour, on les appelle, on dit, il y a telle offre, il faut aller postuler. Non, c'est drôle que tu le dises parce que pas plus tard qu'il y a 2 jours, il y a un monsieur qui a raconté son expérience comme ça. Après son stage, il est retourné à l'université tranquillement, il finissait son diplôme. Et c'est, je pense, près d'une année plus tard, sa patronne partait en congé de maternité. Et quand on voulait quelqu'un pour assurer l'intérim, elle l'a recommandé. Donc, c'est dire que même étant stagiaire, oui, on peut marquer suffisamment positivement pour se décrocher un emploi plus tard. Merci beaucoup. Exactement. Parce que personne n'aime les problèmes, tout le monde Aime aime les avoir des solutions. solutions. Bien sûr. Donc, lorsqu'on vous assimile à une solution, bien évidemment, tout le monde sera content que vous soyez dans les parages. Et lorsque vous disparaissez, on sent un manque parce que vous veniez en fait apaiser une certaine douleur qui existait. Donc, Bien il faut sûr. savoir en fait, en fonction de vos capacités, de ce que vous savez bien faire et tout, mettre ça en exergue pour aller au-delà de ce qu'on vous demande. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir Gravir les échelons, oui. et aussi ne pas être clivé. Si vous êtes peut-être dans la direction marketing, Français compliqué. ne pas, ne pas s'enfermer dans une certaine boîte. Par exemple, au sein de D'accord. l'entreprise, vous avez plusieurs Il y a des directions, services plusieurs différents, services. Donc, si vous êtes peut-être dans le service marketing et que vous vous contentez juste de causer avec les personnes qui sont dans votre service, de parler juste avec N+1 et de ne faire que ce qu'on vous demande là-bas, vous pouvez rater des opportunités. Parce qu'il y a des exemples, par exemple, je connais un DRH qui n'a jamais fait d'études de gestion des ressources humaines, mais lorsqu'il est entré dans la boîte, finalement, à un moment, il a cumulé 2 postes, celui du marketing et au niveau de la RH, et il a fini par avoir en fait les 2 directions. OK. Parce que même en étant au niveau du marketing, il s'intéressait en fait au service RH et il apportait des idées. Et on l'a remarqué. Donc, à un moment, il y a eu une contraction de personnel et finalement, on l'a donné les 2. Et même quand l'entreprise a rebondi, vu qu'il a déjà géré, il a fait ses preuves, il a pu monter. Bien sûr. Et j'aimerais terminer sur ce point-là, en attendant peut-être qu'il y ait des questions pour approfondir, en disant qu'il faut aller au-delà. Il faut juste aller au-delà. Quand je dis aller au-delà, c'est toujours être au 1+1. Dans le sens où si vous savez que vous êtes là en tant que stagiaire, votre intention n'est pas de rester éternellement stagiaire. Votre intention, ça peut être soit d'avoir de l'expérience juste et de retourner peut-être à l'école ou autre, soit de découvrir le métier et savoir est-ce que réellement c'est quelque chose qui vous correspond, ou de rentrer dans la boîte. Donc, en fonction de votre intention, votre plan d'action va être différent. Bien sûr. Donc, lorsque vous savez que vous voulez rester dans la boîte, vous ne pouvez pas juste être là comme quelqu'un qui est venu en stage pour pouvoir soutenir. Oui, bien sûr. Donc, ne faites pas comme les autres. Il faut savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous attendez et pouvoir agir en conséquence. Naturellement. Voilà. Merci beaucoup. Ce qu'il dit, c'est vraiment pertinent. Je veux aussi ajouter quelque chose. Il faut aussi se rendre indispensable. Il faut vraiment, lorsqu'on entre dans une entreprise, on doit être la personne, comme il a essayé de dire, si on n'est pas là, c'est comme s'il y a un manque quelque part. Donc, tu dois te rendre indispensable. Et numéro 2, tu dois faire ce que ton patron te dit de faire. Si le patron, lui, il aime que tu puisses rester qu'à 19h, ne sois pas pressé de partir, parce que tu sais ce que tu cherches. Moi, avant, je travaillais, je pense que c'était en 2017, dans une entreprise. J'étais en Master 2 à cette époque. Et l'entreprise où je travaillais, mon patron, lui, c'était quelqu'un... Moi, je suis parti en tant que... Plus que je suis informaticien de formation. Donc, je suis parti en tant que développeur d'applications mobiles, mais il voulait que je puisse développer des sites web. Je me suis adapté. Et après, je vois qu'il me demande de l'aider pour rédiger les offres quand il postule pour un marché, les appels d'offres, tout ça. Et puis, on restait souvent jusqu'à 21h, jusqu'à 23h. Et pourtant, je partais en cours du soir. Mais comme je voulais vraiment impacter le patron, je savais ce que je cherchais. Je voulais vraiment rester. Je n'étais pas juste venu pour un contrat de 1 mois ou de 2 mois, mais je voulais rester dans la durée.
Et ce qui se passait en général, je pouvais aller au travail, on commençait à 8 heures. Je pars à 8 heures, mais je rentre le lendemain matin à 6 heures. Ok. Tellement on travaille. Donc, en fait, tu te changes et tu reviens. Je ne me change pas. Ok. Ah oui, après 6 heures, après 6 je heures, pars après, et tu puis te je reviens à changes et 10 puis tu heures. Je reviens. reviens à 10 heures et puis je continue. Et moi, je faisais ça, c'est vrai, c'était pour rester dans la durée, mais ça m'a aussi permis de développer la capacité de travailler dur. Parce que c'est à cause de lui que je travaille dur. Et quand j'ai quitté là-bas, je suis parti dans une autre entreprise. On m'a recruté, je pense que c'était stagiaire. Et on m'a juste dit, et pourtant, j'étais toujours Master 2, on m'a juste dit, celui qui m'a recruté, c'est un ami, c'était mon responsable, on était en même classe. Il m'a dit, comme tu développes bien les applications mobiles, dans notre entreprise, on a besoin d'un stagiaire. C'est vraiment dans la même classe, mais tu seras sous moi. Mais le salaire, c'est 50 000. Est-ce que tu es intéressé? Je lui ai dit, il n'y a aucun problème, je vais venir. Et quand je suis venu, moi, je me suis dit, je vais rester là dans la durée. Je suis venu, après 50 000, on m'a dit non, on ne peut pas te laisser partir. Parce que non seulement à cause de mon ancien patron, je travaille très vite. Donc, je suis arrivé dans l'entreprise, vu que développer des applications mobiles. En 2 semaines, j'ai développé au moins 8 applications mobiles dans l'entreprise. Et ce que mon patron fait, je peux faire ça, mais ce que moi je fais, il ne peut pas faire ça. Donc, je me suis rendu indispensable. Et pourtant, c'est mon ami, on a pratiquement le même âge. Bien sûr. Mais je me suis rendu indispensable. On m'a gardé là-bas, on m'a donné un contrat de 3 mois, on a augmenté le salaire. Et après 3 mois, j'ai dit, je veux leur montrer que je suis compétent. Je suis resté, après on m'a augmenté 1 an, je suis encore resté là-bas. Et après on m'a donné un CDI, on a encore augmenté. À chaque fois, presque augmenté. Expérience intéressante. Donc, pour oui, dire se que rendre indispensable, c'est très important. Et Oui. je vais juste terminer avec, il y a une amie que j'ai rencontrée, elle m'a présenté une autre personne. Et l'autre personne, quand elle est arrivée dans l'entreprise, on lui a juste demandé de classer les documents. Oui. Elle classait tellement bien les documents de l'entreprise que quand on avait besoin d'un document, c'est à elle qu'on demandait. Bien sûr. À tel point qu'on a créé un poste juste Un pour département elle. que pour elle, pour que tout soit bien rangé. Se rendre indispensable, effectivement. Et faire ce que le patron veut. Ouais, faire ce que le patron veut et justement montrer ce que l'on vaut. Exact. Et ensuite, on nous dira, on a envie de vous garder ou pas. Donc, lentement et sûrement, hein, on est en train d'épuiser le temps qui nous était imparti. Mais quand on fait tout bien comme il le faut normalement en entreprise, c'est bien. Normalement, tout devrait bien se passer. Mais si ça ne se passe pas bien, si on commence à avoir des petits soucis avec un collègue de bureau, ou peut-être avec l'assistante du patron, ou avec peut-être quelqu'un à la maison qui nous énerve avant d'arriver, comment on gère, Daisy? Oui, il faut se dire que les conflits, en général, c'est quelque chose qui est naturel. Après, vous pouvez être ensemble avec toute la bonne volonté, toutes les attentions qu'on fait par rapport à l'humeur, par rapport à la personnalité d'une personne. Il peut arriver que, voilà, il y ait un conflit. Le tout n'est pas le fait qu'il y ait le conflit, mais le tout est de savoir comment arranger les choses pour dissiper ce conflit et passer à autre chose. Et puis, bon, pas redevenir comme avant, mais continuer ensemble. Alors, dans ce cas précis, je vais prendre l'exemple, je travaille avec Yann et pour une raison ou pour une autre, sans mauvaise intention, ça arrive que j'ai dit quelque chose ou que j'ai posé une action envers Yann qui a fait que c'est parti en vrille. On s'est pris la tête. Comment faire? Après, on est là 1 semaine, ça ne va pas. Mais Yann, de son côté, il est en colère. Je m'en veux également parce qu'on n'est pas bien. Mais comment faire pour que ça se dissipe et qu'on puisse revenir dans de bons sentiments? Ce que moi je conseille, il faut se démunir de tout orgueil. Se laisser le temps de passer la colère et remettre le pourquoi. Comment ça a commencé? À partir de quel moment ça a commencé pour que ça puisse partir en vrille? Quand on revoit la situation, là, on peut savoir d'où c'est parti. Et quand on sait d'où c'est parti, on peut maintenant travailler à aller vers l'autre. Parce que aller vers l'autre, le premier, les gens pensent que c'est une faiblesse. Même quand on a tort et qu'on est dans un environnement où, pour des gens qui sont sensibles, ils ont toujours besoin d'être en harmonie avec les gens qui les entourent. Même quand on a raison, il faut savoir pas faire effort. Il faut savoir aller au-delà et aller exposer. Oui, la dernière fois, voilà ce qui s'est passé. C'est vrai que j'ai dit quelque chose de fort à ton encontre, mais sache que si j'ai pu aller dans ce que j'ai dit, là, oui. Voilà, c'est parce que tu as eu à poser ce comportement qui m'a amené à faire ça. Bon, le tout n'est pas de te dire que voilà, j'ai tort ou j'ai raison. Moi, je veux juste qu'on s'en serve de leçon pour pouvoir aller de l'avant et que cela ne se répète plus. Ça, c'est entre amis. Maintenant, dans le couple,
Oui, Généralement, comment on fait? Moi, je prends mon exemple bien sûr. parce que ça va en vrille. Mais le tout est de connaître ton partenaire. Bien sûr. Quand tu sais que ton partenaire, c'est quelqu'un qui est très impulsif et que après il a l'art de te mettre en colère, ça peut arriver que le fait que tu aies supporté, un matin, tu exploses. Oui, exploser, c'est bon. Ça te permet d'évacuer un sentiment de beaucoup d'accumulation. Mais après que tu aies explosé, tu connais ton élément, calm down, repars, trouve le moment propice. Parce qu'on ne le laisse pas dans son impulsivité à vouloir toujours expliquer, ça va dégénérer. C'est dit, fais attention, tu sais le moment où il est calme, où il est vraiment ouvert d'esprit, où il peut avoir une conversation et se remettre en question, tu poses le problème. Voilà ce qui s'est passé. Je suis désolée, j'aurais pu me contenir, mais bon, après, voilà. Mais voilà, que cela nous serve de leçon pour que ça ne revienne plus. Demander pardon, c'est jamais une faiblesse. Exactement. Je m'excuse, je te demande pardon, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Même quand souvent, tu sais que tu es dans ta raison, demander pardon désarme celui qui est en face de toi. Donc, c'est clair que si tu arrives en guerre et que l'autre vient en paix, immédiatement... Voilà, c'est parce que l'autre est en guerre que toi aussi tu as un esprit de guerre que cette guerre a lieu. Mais quand tu viens en paix avec ton esprit de guerre et que l'autre est dans une position où il est en paix et il vient carrément vers toi, tu es prêt à dégainer et te dire non, s'il te plaît, tu peux me rafaler, mais avant de mourir là, il faut me pardonner, je sais que j'ai eu tort. Il ne peut pas appuyer sur la gâchette, ça va. Ça redescend tranquillement. Eh bien, merci beaucoup. Je pense que... Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter à ça, Dominique? Oui, déjà, c'était une très belle analyse. Ah, si, tout ce que j'ai dit là, il n'est pas dit quelque chose. Non, vous avez très bien parlé et je suis totalement en accord avec ce qui a été dit. Juste peut-être rajouter... Très rapidement, parce qu'il oui, très rapidement. En disant, en fait, il y a des outils aussi au-delà de... Parce que ça, dit comme ça a l'air un peu facile. Mais lorsqu'on essaie, c'est souvent compliqué. Donc, lorsqu'il y a des outils aussi, ça peut aussi aider les personnes qui ont du mal et qui n'ont pas l'habitude d'aller, en fait, vers la gestion de conflits. Déjà, préciser que le conflit, c'est normal et c'est naturel. C'est sain qu'il y ait des conflits. Maintenant, c'est juste comment gérer les conflits derrière. Et pour la gestion de conflits, il y a déjà ce qu'on appelle la communication non violente qui peut être très intéressante comme outil. Donc, il y a des ouvrages par rapport à ça, des vidéos YouTube que vous pouvez trouver. Voilà. Et l'élément important qui ressort dans cette manière de faire, c'est déjà de commencer par les faits. Parce que généralement, on ne parle pas de faits lorsqu'on a, sur le coup de l'émotion, dit, OK, peut-être je suis venu, Yann ne m'a pas salué, et puis automatiquement, je me dis, ah, donc moi, je viens comme ça et Yann ne me salue pas. Pourquoi il ne me salue pas? Il ne me respecte pas. Et je fais déjà un film dans ma tête. Yann, peut-être, il était en retard ou... et il n'y a pas pensé. Il ne m'a même pas vu. Bien sûr. Ou il est en train de penser à son mariage de la semaine prochaine, qu'il lui prend la tête. Il ne m'a même pas vu. Et moi, je commence déjà à avoir du poison émotionnel envers Yann. Et Yann n'est même pas au courant. Du coup, dès lors que j'ai l'opportunité, j'explose. Bien sûr. Et par exemple, sur le plateau, je commence à l'attaquer et tout. Et on sentira la tension. Voilà. Clair. Et alors que si je constate que Yann ne m'a pas salué, moi, ça me fait mal. Après, je veux pas dire, ah, Yann, je suis venu ce matin et tout. Tu es passé devant moi, tu ne m'as pas salué. En tout cas, je n'ai pas apprécié. En ce moment, il dira, ah, je ne t'ai pas salué, excuse-moi, je ne m'en suis pas rendu compte, je ne vais plus le faire. Et c'est fini. Il n'y a plus d'histoire. Et c'est fini. Souvent, il faut juste communiquer. Et communiquer, c'est non seulement s'exprimer, mais aussi écouter l'autre. Donc, il faut laisser la place à l'autre de pouvoir s'exprimer. Mais quand on ne parle pas de ce qu'on a ressenti, on ne peut pas en fait avoir une communication et on ne peut pas en fait désamorcer le conflit. Donc, si chacun avait l'effort quotidiennement de pouvoir poser des faits, ne pas dire tu fais le jugement, tu poses les faits, voici ce que j'ai remarqué, voici ce que j'ai vu, voici ce que j'ai ressenti, et tu fais une demande. Là, derrière, tu permets à l'autre soit de pouvoir te donner le vrai contexte parce que peut-être que tu te trompes, et derrière aussi de savoir que ça t'a blessé. Et peut-être qu'il n'a pas fait exprès non plus. Et au moins, ça vous permet d'aller vers une conciliation. Et la conciliation, on aimerait bien la voir tous les jours.
La méthode des Ah oui, pour moi, reste pas à l'étranger. Tu m'as fait ça en même temps, il te dit. Si j'ai dû embrouiller, je te dis pardon. Bon, on a dit aussi, non, non, on a dit aussi des i, on prend le temps de se calmer, Oui, de laisser la colère passer. Et puis Sur le voilà. débat, mais il faut éviter Bien d'imaginer sûr, à la bien place sûr, de l'autre. naturellement. On n'anticipe pas, on ne prête Voilà, pas tout des à fait. intentions, on n'imagine pas, on prend le soin de poser la question, Exact. de comprendre, d'exprimer son ressenti, de demander réparation si on considère qu'on a besoin de réparation. Et on verra que souvent, en vrai, il n'y a pas de problème. Oui. Malheureusement, Yann, je ne vais pas te permettre de t'exprimer sur la question parce qu'on est déjà à la fin. Super, merci beaucoup. Parce qu'on arrive à la fin de notre moment d'échange, comme je l'ai dit au début. En tout cas, j'ai passé un agréable moment. J'espère qu'il en est de même pour certains d'entre vous. Oui. Super. On espère que vous aussi, chers téléspectateurs, vous avez passé un bon moment. On a appris à faire un CV pour décrocher un entretien. Tester. Maintenant, vous savez comment faire quand vous êtes en entreprise et que vous faites vos premiers pas. Comment vous comporter, comment vous tenir, comment vous donner le plus de chances possible d'y rester si c'est ce que vous voulez. Ce que vous voulez prime, naturellement. Vous avez un plan, vous le mettez en place. Si vous n'avez pas de plan, ça peut coincer. Et si ça coince justement, à un moment donné, avec un collègue, un ami, un parent, un conjoint, on a des astuces pour pouvoir passer outre cela et continuer à aller de l'avant. Surtout, éviter d'accumuler. Oui. C'est dangereux. Il faut s'exprimer. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Donc, pourquoi pas, un jour, on va développer un sujet sur comment s'exprimer quand on a du mal à faire sortir son ressenti. Parce que comme il a dit, c'est facile à dire, mais pour beaucoup, c'est difficile à expérimenter. Donc, on en parlera dans un autre numéro du Loft. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne suite de journée et puis on se dit à demain. Demain, on a un thème, on va discuter, vous allez vous prononcer dans le micro-trottoir et tout cela. En attendant, bonne suite à toi, Daisy. Merci beaucoup. Bonne suite à tout le monde et gros bisous aux téléspectateurs. Bonne suite à toi, Yann. Tu salues ton chef. Je n'y manquerai pas. Je lui dirai que tu le salues quand je vais le voir. Dominique, merci beaucoup. Ce fut un plaisir. Et bonne suite. C'est chez toi, hein. Tu reviens quand tu veux. Ça sera un plaisir de te recevoir sur ce plateau-là. Et à vous, chers téléspectateurs, merci beaucoup pour votre fidélité. À demain. Au revoir.